Ma première rencontre avec le hiragas a été fortuite. J'ai vu des hommes en uniforme militaire rouge et des femmes en robe de satin du 19e siècle chanter et danser dans un endroit qui, pour moi, était lointain au cœur des hauts plateaux de Madagascar. J'ai eu l'impression d'être comme Ida Pfeiffer, la voyageuse autrichienne qui, à la cour de la reine Rana Vallona au 19e siècle, avait été stupéfaite par le contraste paradoxal entre la monarchie malgache et les vêtements européens portés dans les palais. Cette rencontre intense, émouvante et déconcertante a éveillé ma curiosité. Qu'est-ce que le hiragas? Comment fonctionne-t-il? Et quel sens a-t-il aujourd'hui pour ceux qui le pratiquent et pour ceux qui l'observent? J'ai commencé à l'étudier à l'aide d'une riche bibliographie. Puis j'ai suivi la compagne Ramilisson Besgara-Zanan en tournée, observant les représentations et apprenant à connaître les acteurs, les familles et le public. Aussi exotique que cela puisse paraître aux yeux des étrangers, on est immédiatement frappé par l'ironie du contraste entre les costumes inspirés de la noblesse européenne du 19e siècle et le contexte dans lequel ils sont portés. Cela crée une distorsion visuelle fascinante, transformant le costume en un puissant outil de communication culturelle. Dans ce contexte, les vêtements européens ne sont pas neutres. Ils sont un signe historique qui témoigne des échanges complexes avec l'Europe. En effet, le hiragas n'apparaît pas comme un art ancestral, mais comme le fruit de relations stratifiées avec le vieux continent. Les détails révèlent des liens intéressants. Les tuniques rouges d'origine européenne s'unissent au lamba mihir et les robes de dames se confondent avec les lambas de la tradition malgache. Le résultat est une synthèse dynamique entre la tradition et l'histoire, une réinterprétation culturelle fascinante. Avant même la représentation, l'un des aspects qui frappe immédiatement est la préparation des acteurs. Le Vazaha est fasciné par le rituel de l'habillage. Dans toute tradition théâtrale, ce moment marque le passage de la vie quotidienne à la magie de la scène. Une magie que j'ai pu observer tout au long de la tournée, dans chaque spectacle et dans chaque lieu. Cela me rappelle une réflexion de l'un des metteurs en scène les plus influents du XXe siècle, Peter Brook, qui disait « Le théâtre est l'espace où les gens se rassemblent pour écouter une histoire. » Le théâtre peut exister partout. C'est simplement le moment où quelqu'un parle et où quelqu'un écoute. L'habillage des piragas m'a rappelé ce que j'avais vu dans le théâtre Kathakali en Inde, un long rituel de transformation impliquant un maquillage élaboré, une peinture faciale et des costumes complexes pour donner vie à des figures divines ou héroïques. Dans le hiragas, la préparation se fait par des gestes quotidiens. Les hommes se coiffent, rangent leurs instruments, dans un rituel collectif renforcé par l'uniformité des vêtements. Les femmes, avec le même soin, enfilent des robes de satin, ajustent leurs lents et se maquillent légèrement. Il ne s'agit pas de vanité, mais d'une manière d'affirmer leur identité féminine. La présence naturelle des enfants est également frappante. Les piragas s'occupent d'eux pendant la préparation, un geste qui va au-delà des soins, devenant une nourriture symbolique. Tout comme on nourrit un enfant, on nourrit également le public en le guidant vers l'émotion du spectacle. Dans ce geste quotidien, qui entrelace vie et scène, émerge une manière d'être au monde où coexistent le privé et le collectif, la maternité et la performance. La préparation du hiragas est profondément humaine, un moment communautaire qui va au-delà du simple habillage. C'est déjà une petite performance faite de rires, de gestes affectueux, de blagues et du trac habituel et universel. Les acteurs et le public forment un cercle avec leur corps, définissant physiquement un dedans et un dehors, marquant une frontière qui sépare et unit un espace fermé et protégé.
Cette scène circulaire est un lieu de rencontre où l'on se regarde dans les yeux, où naît quelque chose de profondément partagé. Le psychanalyste suisse Carl Gustav Jung définissait le cercle comme le symbole de la totalité, de l'union des contraires dans le mouvement vers la réalisation de soi. Dans le Hiragas, le cercle devient un espace de communion où la scène et la vie s'entremêlent en une seule réalité. Dans le cercle du Hiragas, il n'y a pas de division nette. Les identités et les rôles s'entremêlent. C'est un espace qui dépasse la séparation entre l'acteur et le spectateur, favorisant l'inclusion, l'appartenance et la participation collective. Mais c'est aussi un symbole du cycle des histoires et des rituels qui régénèrent la communauté, un récit partagé par tous. C'est peut-être l'aspect le plus touchant. Dans le cercle, le public ne regarde pas seulement les acteurs, mais aussi lui-même, reflété dans les autres. C'est un regard circulaire, un miroir collectif où la scène et la vie se reconnaissent. Le jeu chorégraphique, avec le passage d'un cercle étroit à un cercle large, marque une transformation visible et symbolique, bien au-delà du simple mouvement. Dans le cercle étroit, les acteurs baissent la voix. Le chant devient un murmure, plein d'intimité et d'énergie introspective. Puis le cercle s'élargit et tout change. Le chant explose, puissant et captivant, et les gestes s'amplifient. La distance entre les acteurs et le public se réduit, invitant tout le monde à entrer dans le flux émotionnel du spectacle. En observant la scène de loin, avec le plateau à l'arrière-plan qui s'ouvre comme un décor naturel, il est facile de s'imaginer dans la Grèce antique, à l'aube, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Un groupe d'hommes, le chœur, est disposé en cercle, rassemblé autour de l'orateur, l'hypocritès, qui, derrière un masque, donne voix et corps aux personnages de la tragédie. De même, dans le Hiragas, le Picabare se tient au centre de la scène, entouré du chœur de Pyragas. Comme l'hypocritès, il a une forte présence scénique et une excellente maîtrise de l'art oratoire. Le langage est ritualisé, riche en symboles, mêlant poésie, prose et rhétorique, passant des thèmes quotidiens aux dénonciations sociales et aux droits de l'homme. La voix du Picabare est suivie d'un chœur qui chante des thèmes sociaux et politiques avec une grande intensité. Et comme le public des tragédies d'Écile qui restait au soleil toute la journée, le public du Hiragas siffle, rit, applaudit et reste au soleil toute la journée. Le théâtre n'est pas seulement une performance, mais aussi un jeu, une catharsis, un divertissement et une réflexion, une forme vivante de communication sociale. Le Picabare est l'animal social par excellence, comme le disait le philosophe grec Aristote, qui soutenait que l'homme atteint la bonté et le bonheur dans la communauté et dans l'union avec les autres. Les acteurs font don de leur art et de leur engagement, le public leur rend l'appareil en faisant preuve de conscience et de respect. Chaque année, de nouveaux textes et de nouvelles musiques voient le jour, fruits de répétitions éprouvantes, souvent après le travail dans les champs. Tous voyagent sur des routes difficiles et dans des conditions pénibles. Ce sacrifice est reconnu par le public qui sait que le Hiragas travaille toujours pour le bien de la communauté. Que peut donc donner le public si ce n'est des applaudissements et de l'argent ? Cet argent a une valeur profonde. Il représente un acte de réciprocité qui confirme à quel point cet art mérite d'être préservé. Le public apprécie les artistes paysans autodidactes, enracinés dans leur culture et leur terre, car ce théâtre est plus qu'une expression artistique. C'est une véritable philosophie de vie transmise de génération en génération. Les acteurs apprennent cet art sans école ni manuel, mais par le contact direct avec le savoir collectif, en respirant la poussière de la scène, et ce n'est pas une métaphore. La participation, des jeunes comme des adultes, n'est pas seulement une performance, mais un apprentissage pratique et émotionnel, un enseignement coopératif sans dogme. Il s'agit d'une véritable méthode de pédagogie populaire qui rappelle celle de l'éducateur français Célestin Freinet, où l'apprentissage par l'expérience, la participation active et la collaboration sont au centre. L'éducation se fait par l'implication directe des jeunes dans le spectacle, qui apprennent en observant et en pratiquant avec les adultes.
Et par jeunes, j'entends aussi les très jeunes enfants, les chiots du Hiragas. Devant les jeunes artistes qui se livrent de telles acrobaties, le public applaudit, créant ainsi une atmosphère de participation collective et de jeu. Comme l'historien néerlandais Johan Huizinga l'a affirmé dans Homo Ludens, ce jeu va au-delà du divertissement. Il s'agit d'une socialisation et d'un remaniement culturel. La scène dans laquelle les jeunes font des acrobaties et dansent est un véritable jeu rituel qui renouvelle et renforce les traditions et l'identité collective. La réflexion de Huizinga sur le jeu comme fondement de la culture est confirmée par l'observation du public. De nombreux enfants répètent avec enthousiasme les danses des piragas. La danse et les acrobaties n'apparaissent pas seulement comme de simples actions individuelles, mais deviennent de véritables actes collectifs qui renforcent le lien entre les participants. Prenons l'exemple des Sanadrasan qui, lors de la représentation pour le Famadien, n'hésitent pas un instant à franchir un 4e mur virtuel pour se joindre aux danses individuelles et aux quadrilles avec les piragas. Les danses que j'ai vues à la fin des spectacles donnés pour le Famadien célèbrent la solidarité entre les membres de la communauté et en même temps sont un hymne à la vie et paradoxalement aussi à la mort. Pendant le Famadien, je ne peux m'empêcher de penser que lambamen signifie tissu rouge, un détail qui rappelle immédiatement les tuniques rouges des piragas, qui à ce moment-là m'apparaissent comme les ancêtres exhumés, faits ressurgir, revenus parler avec solennité et force à la communauté. Les artistes du Hiragas deviennent alors des médiateurs rituels, véritables prêtres laïcs de la tradition, figures liminaires entre conteurs et chamans. En suivant le cercle du Hiragas, je reviens au point de départ où une mère allaite son enfant. Le Hiragassi m'apparaît alors comme une mère qui éduque et corrige, créant un espace clos et protégé. Le cercle, le jeu, le chant, le kabari contribuent à faire de cette pratique non seulement une expression artistique, mais aussi un véritable instrument d'éducation collective, une protection qui se confond avec l'acte d'être protégé. Et quel meilleur moyen d'être protégé que d'avoir un foyer ? Le théâtre ne s'impose en tant que forme culturelle que lorsqu'il trouve un espace architectural dédié. C'est dans un lieu conçu pour l'accueillir qu'il s'institutionnalise et se transmet, comme le montre le Globe Theatre anglais, les théâtres à l'italienne et le kabuki japonais. Le Hiragas a donc lui aussi besoin d'un lieu fixe pour être reconnu et transmis comme un art théâtral. Les espaces d'Antananarivo comme le Kansankant et le Kansaniragas répondent à ce besoin qui est avant tout symbolique. Disposer d'un bâtiment dédié, c'est disposer d'un espace pour les spectacles, les expositions et les fêtes. Construire un théâtre, c'est construire une mémoire collective. Le bâtiment de la scène permet de maintenir un lieu de mémoire vivant et présent. Je pense que le Hiragas doit continuer à être protégé, comme l'a fait l'UNESCO à juste titre, ce qui est tout à l'honneur de ceux qui ont cru en ce projet. Cependant, il faut rappeler que cet art ne peut plus se contenter de vivre au présent, mais qu'il doit être archivé, documenté, préservé. Les textes de ces chansons, riches en références à la vie collective, aux conflits, à la mémoire historique, ne peuvent plus rester confiés à des cahiers fragiles, à des supports précaires qui risquent de se perdre au fil du temps. Un travail systématique de collecte et de numérisation s'impose. Ce n'est qu'ainsi que le patrimoine oral du Hiragas pourra véritablement dialoguer avec les générations futures, sans perdre cette force politique et poétique qui l'a toujours animé.